Merci à tous d'être là. Donc, je vais surtout remercier nos deux intervenants de ce soir, Maria et Claudio, qui deviennent pratiquement brestois d'adoption maintenant, parce qu'on les voit toujours avec grand plaisir. Donc, ils vont nous proposer un petit récital ce soir. On va expliquer un peu tout ça. Et puis, c'est vrai que merci aussi au Cercle Espagnol de nous accueillir dans de bonnes conditions. Hein, ça fait toujours plaisir de pouvoir se voir en dehors des choses officielles, les cérémonies et autres joyeusetés, comme on dit, donc de temps en temps d'avoir un truc un peu plus convivial, c'est vrai que c'est pas mal non plus. Donc au niveau du cercle, ça s'y prête bien. Donc on a mis tout du temps à trouver notre salle, mais enfin on est assez content d'avoir trouvé cette solution-là. Donc voilà. Claudine, je crois que tu voulais peut-être dire un petit mot aussi. Non, à la fin. À la fin, bon, le chef a décidé que ce sera donc à la fin. Voilà. On se demande pourquoi je suis président. Moi, vous avez la réponse. Donc, je vous laisse officier. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci au Centre culturel espagnol qui nous accueille. Merci à Mère Van Neuf et merci aux gens du département d'espagnol qui sont ici avec nous, de l'Université de l'UBO. Bon, il y aura deux parties, si vous voulez. La première partie, moi, je vais vous lire des extraits, des textes écrits par Maria Casares, des textes où elle parle de Bretagne, de son expérience en Bretagne. Ce seront des textes issus de ses mémoires, les mémoires qu'elle a écrites, Résidente privilégiée, et puis de la correspondance qu'elle a entretenue pendant très longtemps avec Albert Camus, qui vient d'être publié il y a quelques mois chez Gallimard. Donc après, Claudio fera un récital de ses poèmes en relation avec la Bretagne et avec la mémoire historique. Bon, je vais commencer par une phrase de Camus tirée de sa correspondance. Et Albert Camus écrit à Maria Casares en décembre 1948 « Tu pourras m'amener dans ta Bretagne prénatale ». En fait, là, Maria Victoria Casares Pérez, Maria Casares, qui est née en Galice en 1922, c'est vrai, elle avait une Bretagne prénatale. Il y avait là deux raisons pour cela. La première, c'est qu'elle a eu une enfance très, très unie, très en communion avec la nature. Elle vient d'une famille où il y avait une maladie, la tuberculose. Donc ses parents ont voulu qu'elle ait une enfance dans la nature, en connexion avec les paysages, avec l'océan, avec notre océan Atlantique. Elle est née à La Corogne, une ville qui est ouverte à l'océan. Donc les trois quarts du temps, elle était dehors, face à la mer. Et puis d'un autre côté, il y a quelque chose de spécifique à la Galice des années 20, c'est-à-dire dans les années 20 du XXe siècle, il y avait en Galice une certitude venue de l'historiographie romantique du XIXe, c'est qu'on était un pays celte. On baignait dans un celtisme culturel qu'elle a connu à travers son père, Santiago Casares Quiroga, un homme, un intellectuel, un homme politique galicien qui a été fondamental pour l'avènement de la Seconde République en Espagne, et aussi à travers les contes qu'il lui racontait sa mère, Gloria Pérez Corrales, qui était une couturière qui venait d'une lignée de femmes ouvrières qui avaient travaillé dans la manufacture de tabac à La Corogne. Donc, je vais vous lire un petit paragraphe de ses mémoires. Vous verrez comme pour elle, elle était celte. Et parmi tous ces pays-là, c'est vrai qu'en Galice, c'était la Bretagne qui l'emportait. Disons que la culture, les historiens, la littérature, c'est vers la Bretagne qu'on regardait plutôt que vers l'Irlande ou d'autres pays celtiques. Donc elle disait, elle a rencontré quelques amis et surpris qu'ils lui ont dit qu'ils étaient juifs. Alors elle dit, quand elle est arrivée en France, elle dit, je me suis demandé un instant si je devais lui répondre qu'à part ma nationalité espagnole, j'étais d'origine celte. Il faut dire que jusque-là, que ce fût au lycée ou à la maison en Espagne, jamais je n'avais entendu parler de race autre que la celte. À ce moment-là, on parlait encore des races, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, donc elle considérait qu'elle était celte. Donc, exil, coup d'État fasciste, en Espagne, juillet 1936, Maria Casares et sa mère, Gloria Pérez Corrales, commencent leur exil très tôt, en 1937. En novembre 1936, elles sont déjà en France et elles sont accueillies, ça c'est très important,
et sont accueillis par des amis de son père, un couple d'acteurs français, Pierre Alcover et Gabriel Colonna Romano, qui sont non seulement des acteurs et qui vont conduire Maria Casares, qui vont ouvrir à Maria Casares les portes du théâtre, mais aussi les portes de Bretagne. Parce que ces des personnes-là, elles passaient l'été à Camaret. À Camaret, depuis le 19e, il y avait cette colonie d'artistes, dont André Antoine, le grand acteur homme de théâtre français, qui était ami des Alcover. Donc, le premier été de Maria Casares et de Gloria Pérez Corrales, sa mère, en France, elles vont le passer directement à Camaret, dans l'ancienne maison d'André Antoine, Armor-Braz, qui avait été achetée par les Alcover. Donc, premier été, elle connaît tous ces gens-là qui faisaient partie de cette colonie d'artistes. Entre autres, Saint-Paul-Roux, évidemment, dont elle garde un souvenir très ému. Bon, elle écrit dans ses mémoires « Tous ceux qui habitaient sur la crête de l'isthme qui mène au tas de pois, d'où l'on voit la mer à l'avant, à droite, à gauche, et d'où l'on devine en poupe le petit port de Camaret. » Donc, Camaret, pour elle, c'est l'ancrage en Bretagne. Et là, on se demande ça, il faut encore chercher, il faut encore rechercher là, parce que c'est même été 1937 à Roscanvel, dans la caserne Surdy, il y avait des réfugiés républicains basques pour la plupart qui étaient arrivés au mois de juillet. Alors la question, c'est est-ce que ces deux femmes galiciennes savaient qu'il y avait là ces basques réfugiés? J'ai appris ça dans l'article que Claudine Allen de Santa Cruz a publié sur le site de Mere Van Neef, où elle évoque la famille Muñoz Minchero, entre autres. Donc là, il y a une voie pour faire des recherches. Bon, là, elle va aussi connaître André Antoine. Elle va faire sa première récitation d'un poème de Paul Verlaine devant lui. Et le grand acteur va lui dire « bas les pattes », parce qu'elle bougeait ses mains sans arrêt. Donc elle dit « c'est ma première leçon de théâtre, je l'ai eue à Camaret devant André Antoine ». Et de ses premiers séjours, elle va écrire dans ses mémoires, quand elle a rencontré cet océan, été 1937, la Bretagne, ce pays qui me rendait un peu la Galice et mon enfance. On ne sait pas, on n'a pas le témoignage direct de sa mère, de Gloria, mais Maria Casares dit de sa mère, dans une lettre à Camus, « Je sais trop ce que c'est qu'une mère, je l'apprends encore tous les jours à Camaret, ces coins qui accueillaient si bien la mienne. » Donc on voit que la mère de Maria Casares se sentait bien à Camaret dans son exil et se sentait peut-être un petit peu moins exilée. Bon, c'est très beau dans les mémoires parce qu'à chaque fois qu'elle évoque son Finistère, sa Galice, sa ville de la Corogne, elle commence à écrire sur la Galice et le paragraphe termine, elle écrit sur l'autre Finistère, le Finistère breton. Là, je vais vous lire un paragraphe qui est un texte exemplaire. Là, Marie-Jo et Michel Menet m'ont aidé à vérifier que ce qu'elle dit, Maria Casares, c'est vrai, parce qu'elle dit que de Camaret, elle voyait la lumière du phare de la Pointe du Raz. J'ai posé la question, c'est possible. Donc, alors elle dit, je raconterai ces landes, les landes de Camaret, balayées par le phare de la Pointe du Raz, son vent sur lequel on se couche, sa côte crépue, ses plages coquillages de sable fin, ses rocs pleins de flaques salées et incrustées de chapeaux chinois, ces grottes tapissées de petites vagues de sable humide, et là, devant, partout, sous les ciels mouvants de ma Galice natale, mon océan. Vous voyez, elle commence avec un océan et termine par l'autre. Bon, pour les séjours, le premier séjour en 1937, c'est chez les Alcover, mais après, Maria Casares et sa mère vont revenir plusieurs fois à Camaret. Elles vont s'installer à l'hôtel moderne sur les quais. Et là, elles vont établir une relation vraiment très forte avec la famille Seigneur. C'est la famille qui gérait, les gérants de l'hôtel. Dans les années, en tout, j'ai pu témoigner pour l'instant de 7 voyages de Maria Casares en Bretagne. Dans les années 40, il y en a 2 ou 3, là je ne suis pas encore très sûre. Le premier en juin 42. Et là, c'est très important pour elle, on est en plein dans l'occupation. Et c'est un moment de transition très important pour la jeune fille. Elle va arrêter ses études. Et après l'été, elle va commencer son premier travail comme actrice professionnelle dans un premier rôle, parce que son premier rôle en théâtre professionnel, c'est déjà un premier rôle. Donc pour elle,
ce mois en Bretagne a été un balancement vers l'âge adulte. Et elle écrit dans ses mémoires. À Camaret, en juin 1942, je me retrouvais autrement, mais avec le même sentiment qui, en Galice, en 1931, car je sus que je devais la quitter pour nous installer à Madrid. La Seconde République arrive et elle doit suivre son père à Madrid. Elle devient ministre dès le premier gouvernement provisoire, ministre de la Marine. Donc, quand je sus que je devais quitter ma Galice pour nous installer à Madrid, ces sentiments qui m'avaient soudain coupé de l'océan, du soleil, de la pluie, de la joie totalement partagée des marées, de la libre et entière contemplation du ciel mouvant. Bon, cet été 1942, et Maria Casares, de cet été, elle raconte, elle était très imprudente et très sauvage. Elle raconte dans les mémoires comment, en 1942, elle fait une excursion avec des amis retrouvés sur la plage. Elle va dans les grottes du Tulangué. Et comme là, c'était compliqué parce que la marée montait, et ils ne savaient pas trop bien comment s'en sortir. Et bon, elle dit qu'elle s'est laissée porter par la marée, par la marée montante vers la plage. Et elle dit de ses vécus, et j'ai extrait une leçon de théâtre des vies, parfois il faut se laisser aller, s'abandonner à la marée montante qui sait célébrer les noces de la création. Mais des imprudences, elle a commis pas mal à Camaret. Et elle raconte de ce même été, en été 42, elle a voulu se baigner à minuit. Donc ça c'était à la plage de Sijon, à Correjou. Elle était avec sa mère et avec Enrique López Tolentino. Enrique López Tolentino, c'était un milicien du POUM qui s'était exilé avec elle, qui a partagé longtemps l'appartement à Paris avec elle. Et donc, elle a voulu se baigner, elle a dit à sa mère, moi je ne m'éloigne pas du rivage. Mais il faisait nuit, et bon, tout d'un coup, Gloria n'a plus vu sa fille. Alors, complètement folle, la mère de Maria, après des appels engloutis dans les bruits des vagues, elle est entrée dans l'eau, tout habillée, vas-y de l'avant, sans savoir nager, se défendant à coups de griffes et de dents contre les malheureux Enrique qui voulaient la ramener, jusqu'à ce qu'il eut la bonne idée de l'assommer d'un coup. Alors, c'est comme ça que je l'ai trouvée, à mon retour, évanouie, trempée, avec une bosse sur la tête. Voilà. Bon. Mais encore, dans les années 50, elle continuait à faire, à faire des excursions compliquées. Elle raconte à Camus, en 1956, dans ses lettres, les excursions solitaires dans ces grottes du Tulangué. Et elle oublie, face à la beauté des grottes, elle oublie que la marée monte et après elle doit sortir à la nage. Aussi ses bains dans la plage de Pénates, où même il y a des femmes qui sont allées lui dire Madame, ne vous baignez pas, c'est une plage très dangereuse, même Divine, la fille de Saint-Paul-Roux, a eu des problèmes. Bon. Et donc Camus lui répond, très préoccupé, ça c'est Camus, tes grottes m'ont donné pourtant froid dans le dos. Entrer là-dedans par une fente rocheuse, sans savoir si on pourra en sortir. Seigneur, c'est une horrible perversité, une dégoûtante complaisance, et des surcroît la marée montée. Je ne pourrai jamais comprendre ce genre d'éléments. À peine si je frémis des narines à l'idée de cet océan amoureux. Sois tout de même prudente et ne fais pas trop confiance à tes vertus de nageuse, parce qu'elle nageait très bien, depuis toute petite. Bon, ça c'était pour l'imprudence. Je reviens en arrière, je reviens en 1945. 1945, c'est un été très important pour Maria Casares. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle a vécu avec sa mère exilée à Paris, en France. Son père, il était aussi exilé, mais en Grande-Bretagne. Il avait dû fuir l'arrivée des nazis. Et donc, ils ont été éloignés pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1945 qu'ils se sont retrouvés. Et la première chose qu'ils ont fait ensemble, c'est de venir à Camaret. La première chose tous les trois pour passer ensemble un mois à Camaret. Et on a des photos, des très belles photos de cet été-là qui a été très important parce que sa mère, quelques mois après, elle allait décéder à Paris. Donc elle raconte la douce Amazone, c'est sa mère, ma rayonnante compagne, ma courageuse, ma vivante, ma chère amie. 4 mois plus tôt, nous dévalions encore ensemble les landes à la verticale de Camaret, couchés sur le vent, courant comme des fugitives. Et là, elle évoque aussi des promenades nocturnes à travers les landes maritimes avec son père et sa mère, en 1945. C'est les retrouvailles. Maman riait encore aux étoiles traversées par la lumière des phares, pendant que mon père récitait à tue-tête
des poèmes de Valle Inclán et de Curros Enrique, des écrivains galiciens. Donc ça c'est un moment très beau qu'elle a conservé pour nous dans ses mémoires. C'est la mémoire de l'exil. Bon, après en 1946, il y a un troisième voyage, mais c'est un voyage professionnel et c'est pour un tournage. Et ça c'est la Côte de l'Agnon. Elle va tourner les extérieurs de L'amour autour de la maison, un film de Pierre de Hérin. Elle a le rôle de Thérèse. Et donc, dans ses mémoires, elle raconte ses retrouvailles avec l'océan à Plestin-les-Grèves. Elle dit « Je suis partie seule en Bretagne pour tourner dans les marées basses de Saint-Efflin, dans ces steppes infinies de sable salé qui me rendaient à mon ciel. Je soufflais à plein poumon comme une baleine. » Bon. Et Camus comprenait parfaitement le lieu que Bretagne occupait dans sa vie. Il y a une phrase, une très petite phrase en impératif, mais très touchant et très émouvant. Le père de Maria va décéder en février 1950, très, très tôt aussi. Et quelques mois après, elle n'en peut plus. Et Camus lui écrit, Camus il n'est pas à Paris, lui écrit à Paris, va à Camaret. On lui dit, enfin, c'est important, il comprend. Et elle répond, comme tu te sentirais exilé au milieu des landes grises de Bretagne, dit-elle à Camus. Et pourtant, que le soleil y est éclatant et chaud, et comme tu aimerais la mer, changeante, sauvage et furieuse. Camus l'appelle dans ses lettres mon Finistère, ce qui est aussi très beau. Bon, évidemment, il y a une chose qui est encore à travailler, mais c'est une étude très belle à faire, c'est que Maria Casares a introduit dans les langages amoureux de Camus les mots de l'océan, les mots océaniques. C'est-à-dire, Camus utilise, dans ses rapports avec elle, dans les lettres, un langage de l'amour très, très, très océanique, très, très finistérien. Et elle aussi, c'est elle qui a introduit cela dans cet univers méditerranéen de Camus. Elle, qui a ces paysages dans la tête. Elle lui écrit, elle est à Paris, et elle lui écrit, j'ai reçu ce matin ta lettre, il était dans le midi, j'ai reçu ta lettre, et je me suis retrouvée, marchant à travers les landes, après un long bain orageux, un goût de mûres sauvages mêlé à la saveur de sel. Je t'ai aimé. Et ça, elle écrit de Paris, donc c'est beau. Il y a l'amour, mais il y a aussi l'humour. Elle va lui écrire aussi, avec une ironie très très galicienne, je pense aussi très bretonne. Elle va lui dire « Ah mon chéri, mon double, mon amour adoré, je suis peut-être changeante, brumeuse, capricieuse, tourmentée et orageuse comme l'océan, mais toi mon clair, tu es épuisant, ainsi que la Méditerranée. » De Camaret, elle va lui écrire en août 1956. « Je t'attends comme ma jolie grotte attend la mer. À quand la haute marée ?» Bon, et parce que dans les années 50, grâce à cette correspondance qui vient d'être publiée, nous avons plus d'une vingtaine de lettres, cartes postales, télégrammes que Maria Casares envoie à Camus, et Camus à Maria Casares, une correspondance échangée, quand elle est à Camaret. Donc elle va venir en août 1952 et en août 1956. Et alors c'est des très belles lettres, et où, par exemple, Maria Casares fait la pub, du Finistère, et donc Camus répond « Oui, il faut que j'aille un jour avec toi dans ces pays que tu me donnes envie de connaître. » Bon, août 1952, elle lui dit, elle vient d'arriver. En 1952, elle vient pas seule, elle vient avec un ami, Pierre Hénal, un acteur, et avec sa petite chienne, Katsu. C'est une petite chienne qu'elle a héritée après le tournage des Dames du Bois de Boulogne. C'est une chienne qui était dans le tournage et qui... Gloria, la maman de Maria et elle ont adopté. Donc elle dit quand elle arrive à Camus, je t'enverrai des cartes postales pour te situer un peu dans ces paysages. L'endroit où je vis, les coins que j'aime. Il y faudrait la couleur, la lumière, c'est elle qui fait tout ici. Mais alors, il ne te resterait rien à découvrir lorsque tu viendras dans ces coins, et tu dois venir un jour. Mais voilà, toi, tu plairais-tu, toi et ta soif de lumière, de clarté? Et Camus répond, je m'émerveille de tout ce que t'apporte ce Camaret, que j'ai envie de connaître. Oui, les photos sont belles, et il me semble, en effet,
que ces pays méritent la tendresse. Bon, encore en 52, c'est la première fois qu'elle est là après 45, c'est-à-dire la dernière fois où elle était venue à Camaret, elle est venue avec son père et sa mère qui sont décédés depuis. Donc c'est un après, et il y a ses parents qui sont dans sa tête. Et elle écrit Camaret, c'est un après, immuable au point de douter si je l'ai jamais quitté. J'appellerai maman à tous les coins des rues et je serai bien étonnée qu'elle ne réponde point. Déjà, mon activité épuise Pierre, son ami. Il a le regret de t'annoncer que tu le reverras en pièces détachées. Parce qu'elle n'arrête pas, elle a une vitalité hors du commun. Le soleil, qu'il fasse beau, quand il pleut, les nuages, les vents, la pluie, elle est tout le temps dehors. Donc le matin, souvent, elle va à la plage de Coréjou. Après, elle mange vite fait à l'hôtel moderne pour traverser après à pied la lande. Et s'il fait beau, il va souvent du côté du Toulinguet, la place des Pénates. Mais s'il fait mauvais, il va vers la pointe de Pénir et vers le tas de pois. Pourquoi? Parce qu'elle dit, il y a un vent à couper les vitres que je m'apprête à bien goûter cet après-midi du côté des pois. Donc, voilà. Elle est là, il y a la Galice qui est aussi dans sa tête, elle écrit. Nous rentrons par un petit chemin qui coupe la lande et nous traversons de tout petits villages qui me rappellent Morrinha, mon enfance et mon pays. Et on voit comment, dans ces lettres de 1952, commence à prendre pied un rêve qu'elle a, c'est le rêve d'acheter une maison à Camaret. Mais ça, c'est un rêve qu'elle a eu pendant très 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 longtemps dans sa vie, presque 20 ans. Elle l'a pas fait après, mais c'est un rêve qui a été là. Et elle est tombée amoureuse d'un moulin, du moulin des Kermer, dont elle envoie même une carte postale à Camus. Et elle dit à Camus, ces moulins, il appartient pour le moment au propriétaire d'une maison de pêcheurs esquisse, mais je suis habituée aux révolutions, et rien ne peut m'empêcher de croire qu'un jour il sera mien. Tant que j'y pense, j'ai du plaisir à t'imaginer en meunier. Bon. Là, elle dit tout le temps quand elle écrit, je suis au paradis, la vie de paradis continue, et devant cet océan immuable, indifférent, au milieu des goélands, parmi les rochers, couché au soleil sur la lande, j'oublie tout, moi-même, et je deviens quelque chose de plus dans l'étendue. Je pose la terre. Je ne fais pas de littérature, j'essaye seulement de t'expliquer l'étrange sensation que j'éprouve dans ces pays, le repos et la paix que j'y trouve. J'atteins le tas d'algues. Donc là, elle vraiment se reconnaît. Elle reconnaît là un pays, elle reconnaît une nature, et dans cette nature, elle reconnaît son lieu d'exilé. Hein. Elle écrit ça, c'est très, très sympathique pour voir comment elle était. Et elle explique à Camus. Il fait gris, et la Bretagne est plus belle que jamais. Hier, dans la pluie battante, nous sommes allés, avec Pierre, et la petite chienne, nous sommes allés jusqu'au Poix. Nous avons marché longtemps dans la lande, et puis sur les rochers, longeant la mer. Enfin, comme il pleuvait trop, nous nous sommes garés dans une petite bicoque aux allures de bar, dressée face à la plage, immense et déserte. On apercevait au loin, dans les brouillards, l'écume des vagues, et soudain, je ne sais pas comment, je me suis retrouvée sur la plage, seule, un maillot, courant à perdre haleine vers la mer. Un instant après, je plongeais dans l'eau glacée et dans les algues. Quel bain sans pareil. C'est quand même bon. Elle dit aussi, à Camus, lorsque je me trouve dans cette terre, il m'est impossible de lutter contre la tentation de me confondre avec elle. C'est l'amour, si je ne me trompe, et toi seule est capable de faire naître en moi ces mêmes désirs. Bon, ça c'est pour des extraits vraiment magnifiques de 1952. 1956, elle est à Avignon, elle n'en peut plus avec la chaleur, et elle dit qu'il faut qu'elle vienne à Camaret. Elle dit qu'elle ne peut plus supporter cette chaleur. Elle dit, je pourrais être fort heureuse à Camaret, même si je devais y venir toute seule. C'est ce qu'elle fait. En 1956, elle va venir toute seule à Camaret. Et elle écrit à Camus une fois qu'elle est arrivée. Mais voici enfin dans cette terre, dans cette chère terre, qu'une fois de plus, je proclame ma patrie. Très, très important le mot patrie pour elle.
Et c'est vraiment impressionnant qu'elle dise ça en arrivant le lendemain de l'arrivée à Camaret. J'ai retrouvé le pain noir, les genêts, les champs de bruyères, la lande, les dunes, l'odeur de barrières et d'immortels sauvages. Le ciel où l'eau et le feu se mêlent, l'océan, enfin. Les belles plages désertes, vierges, offertes comme tes mains. Alors cet été de 1956, on voit qu'elle recherche de plus en plus la solitude. Elle est tout le temps dehors. Elle ne revient même pas manger à l'hôtel, donc elle sort toute sa journée, elle passe toute sa journée dans les endroits les plus isolés qu'elle trouve. Elle cherche une communion profonde avec la nature. Et bien sûr, cela inquiète un petit peu les seigneurs, qui sont déjà des amis, qui la traitent comme d'une manière familière. Et donc, les filles des Raymond Seigneur et des Georgette Seigneur, Nicole et Jacqueline, veulent lui faire visiter un petit peu d'autres endroits. Donc, la promène un petit peu vers la pointe des Espagnols, la pointe des Capucins. Hein. Mais elle n'aime pas trop et elle dit, pour elle, c'est trop civilisé. Elle dit, je n'ai retrouvé la paix que près du tas de pois. Assise sur les bruyères, les pieds piqués par les ajoncs, devant une baie que le reflet de ma terre rendait jaune et violette. C'est-à-dire, elle ne supporte pas la civilisation. Et Camus lui répond, ma Marie, des brumes et des vagues, du soleil et des landes. Ici, on voit qu'elle a dans sa tête les pays qu'elle a plu. Et il y a un paragraphe vraiment beau qu'elle écrit à Camus, où elle retrouve, même dans les impressions près du lavoir, à Camaret, Lorca. Hein, c'est-à-dire, elle a aussi cette culture littéraire, cette culture profonde en elle. Elle dit à Camus. Donc c'est un regard vraiment profond qu'elle a sur Camaret. Je m'égave littéralement de cette terre presque adorée. J'y retrouve même Lorca. Sur la route du Toulinguet, il y a un lavoir où les femmes vont laver leur linge et où les campeurs vont se tremper. Les matins de soleil, elles chantent au milieu de l'écume, chastes et occupées. C'est alors que la présence des jeunes gens, encore endormis et débraillés, me fait penser à Lorca. Ils arrivent des quatre coins de la lande, lentement, la chemise pas encore fermée, lourd de sommeil et de poids. Bon, là, on voit cet équilibre. Hein. Elle recherche ici un équilibre dont les racines sont dans la nature, dans l'enfance et dans sa culture républicaine. Elle écrit à Camus, « De ces coins qui représentent pour moi je ne sais quelle profonde fidélité, de cet endroit où je me retrouve entière, claire, précise, enfant presque, où tout s'éclate facilement, où tout prend sa place véritable, je puis te dire très gravement que je t'aime irrémédiablement. » Voilà. Bon, à partir de mai 1959, elle a des tournées après tournées, mais entre tournée et tournée, elle s'occupe. Elle a un projet. Elle a encore les projets d'amener Camus. Hein, d'amener Camus à Camaret. Et elle dit, j'espère pouvoir m'occuper enfin de trouver quelque chose à Camaret pour y passer le mois d'août. Donc elle cherchait une location, une maison pour elle et Camus. Et elle va même lui dire, elle est encore, comme toujours à Avignon en été hein, pour le festival, et elle lui écrit, il y avait un orage d'été, encore un orage d'été à Avignon, elle dit, mon cœur de bretonne s'émeut, et enfin, ayant retrouvé un peu de son climat, peut jouir sans peine de beauté et de joie du midi. Bon, vous savez, Camus va décéder tragiquement dans un accident de voiture en janvier 1960, et dans l'une des dernières lettres que Maria lui écrit en décembre 1959, Maria est à Paris, lui il est à Lourmarin, et elle lui écrit, parce qu'il pensait venir à Paris, mais le travail lui empêche, donc elle lui dit, reste là où tu es et travaille. Tu me manques, bien sûr, mais je préfère t'espérer délivré de ton lourd fardeau, plus tard, léger et près de moi, en Bretagne, peut-être dans une Bretagne encore vierge des mois de juin, ou juillet à la rigueur. Donc il y avait ces projets pour l'été 1960 de peut-être venir ensemble en Bretagne. Et elle dit, ce pays de mon élection qui est resté désormais pour moi un pays de légende, elle dit ça toujours. Bon, je voudrais
j'imagine, enfin, de tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant, on croit que Camus n'est jamais venu avec elle. Il était venu à Saint-Brieuc pour voir la tombe de son père, mais pas avec elle. Et là, je vais lire un paragraphe qu'elle écrit dans ses mémoires. C'est plus dans la correspondance, mais dans ses mémoires. Elle écrit sur Camaret. Le ciel recule, la lumière bascule, l'arc-en-ciel se cambre pour embrasser la terre, et au loin apparaît la ligne pure des vastes plages, énormes coquillages d'or accrochés à l'extrême limite des terres, enchâssés dans l'ocre sombre des rochers éclatants de sel et de pluie, peints par les amas iodés d'algues et par les trous d'ombre des grottes. Au-delà, les pairs, l'océan du Finistère. Et je voudrais terminer avec une phrase aussi des mémoires, parce que, bon, quand elle parle du Finistère, elle dit oui, oh oui, j'y reviendrai à Camaret. Il y a si longtemps que je n'y suis pas allée, j'y reviendrai comme en Galice. Voilà. C'est tout. Merci. Buenas tardes, voy a hablar entonces yo un poco de poesía, continuando la línea de poesía vital que entrelaza Galicia con Bretaña a través de las palabras de María Lopo. Yo voy a hablar en español, pero María Lopo va a leer los poemas que yo lea en esta lengua en francés. Efectivamente, como se dijo en la presentación, yo he venido muchas veces a Bretaña y tengo un vínculo constante con ella desde 1995, en que llegué a la Universidad de la Alta Bretaña, entonces así llamada, en Rennes, como profesor visitante. Allí precisamente conocí a María Lopo, porque aunque los dos somos gallegos, nos conocimos aquí, en Bretaña, ¿no? Nos conocimos en Rennes. Ya en 1995, cuando yo era, como dije, profesor visitante, y ella era entonces también docente en la Universidad de la Alta Bretaña. En cualquier caso, a partir de ese momento empezaron a surgir una serie de poemas dedicados o inspirados, digamos, por Bretaña, que con el tiempo acabaron siendo decenas de ellos y están, claro, publicados en muchos de mis libros, algunos, claro, traducidos, o la mayor parte, traducidos al francés e incluso también algunos al bretón, aparte de otras lenguas. Así que vamos a leer ahora algunos de esos poemas muy breves que escribí en concreto en Bretaña o especialmente en esta zona del Finistère bretón. Porque, aunque como dije son muchos los poemas que escribí sobre Bretaña, hay algunos que, como se reconocerá por los topónimos, uno de ellos de hecho se titula Brest, pues nacieron justamente en este lugar. Son poemas muy breves porque en realidad son poemas de viaje. Cuando muchas veces recorría Bretaña se me ocurrían breves poemas o micropoemas que pensaba a lo mejor con el tiempo pues agrandar o desarrollar, hasta que luego me di cuenta que esos poemas realmente ya eran así, habían nacido así, muy breves. En viaje no se hacen poemas muy largos, no hay tiempo para ello, no es la ocasión, y entonces queda solamente el destello, la iluminación, la epifanía de ese momento, y ya el poema quizá pues no era más efectivamente que eso. De esos poemas vamos a leer los 5 siguientes. Bretaña. Nombre Menir, nombre Talud, nombre Goleta, nombre tuyo. Bretagne, nom Menhir, nom Talus, nom Goélette, ton nom. Juan Dirá. Aprendí contigo
que el último Finisterre es el comienzo del mundo. Pointe du Raz, j'ai appris avec toi que le dernier des Finistères est le début du monde. Odierne, la belleza resplandeciente por tus dos orillas de hembra entre los mares, mi amor y yo. Audierne, la beauté resplendissante sur tes deux rivages de femmes entre deux mers, mon amour et moi. Brest, tú también cruzabas la calle de Siam y desde entonces yo la cruzo a diario contigo hacia el puerto. Brest, toi aussi tu traversais la rue de Siam, et depuis je la traverse tous les jours avec toi vers les ports. Hasta que dije Armórica, dije Breis, dije Bretaña, y nada fue hasta que dije tu nombre. Tant que j'ai dit Armorique, j'ai dit Breise, j'ai dit Bretagne, et rien ne fut tant que je n'ai pas dit ton nom. Estos son algunos de esos poemas que se publicaron en un libro que se llama Viajes a ti y que fue traducido al francés como Voyage à toi precisamente por María Lopo y por la profesora normanda, pero de la Universidad de Santiago de Compostela, Annick Boileau-Gerlet, que quiero mencionar aquí especialmente, dada también su prematura muerte. En cualquier caso, fueron muchos los poemas, como he dicho, que escribí en Bretaña, y uno de los más antiguos, quizá el primero, es un poema en prosa muy breve que se llama Armórica Galaica, porque éramos muchos los gallegos que efectivamente coincidimos en Bretaña, como también son muchos los bretones que conocí en Galicia. De hecho, aquí hay una muestra de ello, ¿no? La poeta y profesora Fátima Rodríguez, que es gallega, pues está en Bretaña, en la Universidad de la Bretaña Occidental, y Marie-Jo y Michel Menet son bretones que constantemente van a Galicia, donde yo precisamente los conocí. De manera que es una vieja tradición que se remonta además a nuestros principales escritores e intelectuales, algunos de los cuales precisamente vinieron a investigar a Bretaña, y todo ello de alguna forma pues está en este poema Armórica Galaica que escribí en el campus de la ARPA en Rennes, donde yo estaba alojado cuando era profesor visitante allí en 1995. No obstante, este poema no está traducido ni al francés ni al bretón, así que, como es muy breve, lo voy a leer en gallego para que se oiga también un poco, ¿no?, de mi lengua en este contexto, y luego su traducción al castellano. Armórica Galaica. Armórica Galaica, celta e ceibe, nación dos en nación, patria imposible, lugar libre que hai e que non hai no noso corpo, no soño comunal dos en estirpe, no ámbito do íntimo liberador dos líquidos, espiral expansiva dende o fondo do frío onde nace a tua música. O mundo dispúxose sen límites para que nos amásemos nómades. Que en castellano sería Armórica Galaica. Armórica Galaica, celta y libre, nación de los sin nación, patria imposible, lugar libre que hay y que no hay en nuestro cuerpo, en el sueño comunal de los sin estirpe, en el ámbito de lo íntimo liberador de los líquidos, espiral expansiva desde el fondo del frío donde nace tu música. El mundo se dispuso sin límites para que nos amáramos nómadas. Aparte de estos poemas relacionados con Bretaña y particularmente también con el amor, escribí otros, relacionados con el dolor o relacionados con el clamor.
La reunión de toda mi poesía hace unos años se tituló conjuntamente Amores y Clamores, Amores y Clamores. Por lo tanto, de alguna manera, todos los seres humanos, como refleja ese título, pues de alguna manera basculamos entre los amores y los clamores que forman parte de nuestra identidad, de nuestra ética, de nuestra estética, de nuestra vida. Así que hasta aquí he leído esos poemas más bien de amores. Voy a leer también ahora algunos más bien de clamores, porque precisamente los clamores también me trajeron en muchas ocasiones a Bretaña, ¿no? La solidaridad antifascista y particularmente la solidaridad con los hijos de los exiliados republicanos españoles, muchos de los cuales, claro, me honran hoy aquí con su presencia y son miembros de la asociación Mère Van. Precisamente, a propósito de esto, quiero agradecer la presentación, claro, de Yves Bigourou y la invitación a formar parte de esta asamblea cívico-poética que tenemos hoy aquí y, claro, en especial a los hijos de los refugiados, a los hijos de los republicanos españoles que hoy me honran aquí una vez más con su presencia, a los hijos y a los parientes que también nos honran con su presencia ya de la siguiente generación, ¿no? También quiero agradecer una vez más la gestión y el entusiasmo solidario de Iván López Cabello, un profesor ejemplar al que conocí precisamente en una actividad universitaria, pero también memorialista en la Universidad de Rennes, y con este motivo también universitario y memorialista volvimos a coincidir aquí en Brest, en un apoteósico acto en el que estuvimos muchos de los aquí presentes, ¿no? Algunos además también como organizadores junto con Iván López Cabello, como Fátima Rodríguez. En todo caso, para enlazar digamos el lado de los amores con el de los clamores, quiero leer un poema que se llama Paz para siempre, que en realidad nació como una inscripción que fue puesta precisamente en una gran piedra con los colores de la bandera republicana en un parque de Coruña, en el que figuran los nombres de los cientos de asesinados en esta ciudad y en su comarca a raíz de 1936. Esa inscripción que voy a leer ahora aquí refleja un poco lo que fue el genocidio político, sindical e intelectual que supuso el levantamiento fascista de 1936. En lugares como Galicia, ese genocidio fue absolutamente radical, porque Galicia es la única comunidad del Estado, la única comunidad de la península, mejor dicho, que en 1936 cayó desde el principio en las manos sublevadas, en las manos fascistas. La otra comunidad fue extrapeninsular, fue Canarias. Pero realmente Canarias y Galicia son los dos únicos lugares que no conocieron durante la guerra dos frentes, digamos, dos bandos, sino que desde el principio estuvieron absolutamente machacadas por el fascismo. De ahí que la limpieza política fuese todavía más radical, duró más tiempo y fue desde el principio, y además no había posibilidad de fuga como hubo en otras zonas que pudieron marchar, por ejemplo, a Francia o incluso huir por mar. En Galicia hubo, claro, muchas tentativas de huir por mar, muchas de ellas fracasadas, otras no,
y algunas de las que no fracasaron precisamente acabaron en Bretaña. Son muchos los gallegos que acabaron viniendo por mar a Bretaña. Pero la mayoría no pudieron huir y por lo tanto la masacre fue absolutamente brutal, ¿no? En todas partes lo fue, pero en Galicia desde el primer momento, durante más tiempo y yo diría que todavía más radicalmente, ¿no? Lo cual imprimirá carácter incluso a la formación de las generaciones siguientes que padecerán pues, siempre esa losa aplastante, ¿no?, del terror que padecieron sus antepasados. Y eso se reflejará pues, en el miedo y en la sumisión en muchos casos, porque, claro, no es fácil, ¿no?, vivir 40 años bajo el terror sin haber visto nunca el rayo de la esperanza o de la posibilidad de vencer al otro bando que se vio en otras comunidades, ¿no? En Galicia no fue así. Por lo tanto, recordando lo que sucedió en Galicia y en el resto de España, vamos a leer el poema Paz para siempre. Este poema, esta inscripción, fue escrita, claro, como todos mis poemas, en gallego, luego fue traducido a algunos otros idiomas, pero por iniciativa de la incansable Claudine Cizanne Allende Santa Cruz, porque hoy me acabo de enterar que Claudine tiene de segundo nombre el de Cizanne, pues María Lopo y ella misma lo han traducido al francés en esta lectura, en esta versión que vamos ahora mismo a estrenar. Va a ser la lectura en francés de este poema un estreno mundial, porque es la primera vez efectivamente que se leerá y le agradezco por lo tanto la iniciativa una vez más a Claudine Allende Santa Cruz, que ya había tenido la iniciativa de traducir al francés algún otro poema mío, para mí muy entrañable, como es el titulado Pai meu, amén camarada, ¿no? Padre mío, amén camarada, que es el poema que dediqué a mi padre y que comienza como una especie de Padre Nuestro laico con el verso o con los versos Padre mío que estuviste en la cárcel, ¿no? Porque efectivamente mi padre fue represaliado y a raíz de la guerra civil y finalmente en 1945 fue también encarcelado, de manera que ese poema fue traducido al francés por María Lopo y Claudine Allende, precisamente también por iniciativa de Claudine Allende, que ha publicado estas dos versiones, la de Padre mío, amén camarada y Paz para siempre, inscripción, en la página de su asociación. En fin, la explicación, el preámbulo fue largo, así que el poema será corto. Bien. Paz para siempre. Inscripción. Los persiguieron con saña, los detuvieron con sevicia, los torturaron con sadismo, los encarcelaron sin causa, los juzgaron sin justicia, los pasearon sin piedad. Así los mataron, e impusieron el terror, e impusieron la calumnia, e impusieron la falsificación, e impusieron la censura, e impusieron el silencio, e impusieron el olvido. Y así trataron de rematarlos. Contra el exterminio atroz de sus vidas deshechas y contra el olvido injusto del silencio cómplice, queremos mantener viva para siempre la memoria gallega de las víctimas del fascismo, en solidaridad con todas las comunidades del mundo que padeciesen cualquier dictadura del terror. Porque como aquellas víctimas queremos libertad para siempre, porque por aquellas víctimas para siempre querremos justicia, porque la realidad es el deseo, paz
para siempre. Paix pour toujours. Inscription. On les poursuivit avec acharnement. On les arrêta avec sévice. On les tortura avec sadisme. On les incarcéra sans cause. On les jugea sans justice. On les assassina sans pitié. C'est ainsi qu'on les tua. Et on imposa la terreur, et on imposa la calomnie, et on imposa la falsification, et on imposa la censure, et on imposa le silence, et on imposa l'oubli. Et c'est ainsi qu'on essaya de les achever. Contre l'extermination atroce de leur vie détruite, et contre l'oubli injuste du silence complice, nous voulons maintenir vive pour toujours la mémoire galicienne des victimes du fascisme en solidarité avec toutes les communautés du monde qui souffrent de n'importe quelle dictature de la terreur. Car comme ces victimes, nous voulons la liberté pour toujours. Car pour ces victimes, toujours nous demanderons justice. Car la réalité est le désir, paix pour toujours. Y para finalizar quiero leer un poema, claro, inspirado precisamente por los sucesos de Brest durante la ocupación, un poema que se titula Arsenal de la barbarie, en el cual se recuerda, claro, a los republicanos españoles esclavizados por los nazis en la construcción del arsenal, de la base submarina de Brest. El poema tiene como música de fondo la canción Barbagar de Jacques Prévert, ¿no? Con letra de Jacques Prévert y con música de Joseph Cosma. Es un poema que fue leído aquí cuando se inauguró la placa en recuerdo de los republicanos españoles en la base submarina de Brest, en un acto muy emotivo, y fue leído también aquí mismo, en este mismo salón del Centro Cultural Español, en aquellas jornadas, en aquel lugar. De hecho, es la segunda vez que tengo el honor de hablar en este recinto con un público como este y con la bandera republicana detrás. De manera que voy a leer este poema Arsenal de la barbarie, cuya lectura, una vez más, tengo que dedicar, claro, a los hijos de las víctimas de aquella barbarie, ¿no? Comenzando por Jean Salapalá, que además en aquella ocasión, cuando vinimos con motivo de la inauguración, no solamente me introdujo en el tema del que estábamos efectivamente tratando, sino también en toda la comarca del Finisterre, porque si bien María Casares quiso traer tantas veces a Camille a Camagué, yo tengo que decir, y no lo consiguió, yo tengo que decir que Jean Salapalá fue la persona que me llevó a mí a Camagué, de lo cual estoy efectivamente muy orgulloso por la ruta efectivamente maravillosa que nos hizo en aquel lugar. Así que a Jean Salapalá le dedico naturalmente el poema, también una vez más a Claudine Allende Santa Cruz, porque claro, su padre Lucas Fernando Allende Santa Cruz no solo está en mí y en mi corazón por formar parte, ¿no?, de este contingente de republicanos españoles, sino también porque ahora ya forma parte de mi propia poesía. Hoy mismo le he dado a Claudine el último libro que he publicado, que se titula A Mujer Sinfonía, La Mujer Sinfonía, en el que hay un poema titulado Los Comandos de la Noche,
en el que efectivamente menciono a su padre y también a ella, ¿no? Y, por supuesto, también quiero dedicar esta lectura a Raúl Espósito, que además de ser también un responsable y digno hijo, digno descendiente del exilio republicano y del antifascismo que subsistió en cierta medida, pero muy precariamente, porque fue prácticamente liquidado en Galicia, pues justamente me toca particularmente, ¿no?, por esa identificación originaria de pertenecer a los mismos orígenes, a la misma comunidad. A él le agradezco además la documentación que me ha facilitado y que me ha emocionado, como también a su familia aquí presente, y que siempre, naturalmente, es para mí un placer reencontrar. Así que a todos ellos y al resto de los presentes, Arsenal de la barbarie. Los trajeron en vagones como bestias, los recluyeron en barracones como reos, los sometieron a durísimos trabajos forzados, pero nadie pudo doblegar su humanidad transterrada. Exiliados republicanos entre los más indómitos esclavos de Hitler en Bretaña y en las islas anglo-normandas. Procedían de la Vega de Granada, de las rías de Galicia, de las calles de Madrid, de miles de rincones perdidos en su tierra ocupada por el fastio del que nunca serían súbditos. Y su único patrimonio era la resistencia o la nada. 500 días en el búnker submarino, cargando con el peso de la historia, bajo las aguas más grises del Atlántico nazi. 500.000 metros cúbicos de oscuro hormigón fascista y tan solo 1 miligramo de esperanza clara. Algunos fueron engullidos por el cemento fresco, otros pudieron seguir siendo los primeros luchadores antifascistas de Europa hasta la liberación o la muerte. Dice la canción que en Brest no quedó nada, pero el recuerdo de las víctimas perduró en su prole y en toda dignidad frente a barbarie. Porque la fuerza torrencial e irreductible de los solidarios sifones de la memoria rescató a los ahogados en el océano, a los extenuados en la base, a los fugitivos de las islas, bajo las espesas toneladas de niebla que enterraban tanto sufrimiento. Que los vientos más atlánticos y libres inunden aquella injusticia inolvidable con olas rompientes de fraternidad sin fin. Arsenal de la barbarie, Barbara. On les amena dans des wagons tels des bestiaux. On les enferma dans des baraques tels des forçats. On les soumit à d'éprouvants travaux forcés. Mais personne ne put asservir leur humanité expatriée. Des exilés républicains parmi les plus indomptables esclaves d'Hitler, en Bretagne et dans les îles anglo-normandes. Ils venaient des vallées de Grenade, des rias de Galice, des rues de Madrid, des milliers de coins perdus dans leurs terres occupées par le fascisme, dont ils ne seraient jamais le sujet. Et leur seul patrimoine était la résistance ou les néants. 500 jours dans les bunkers sous-marins, croulant sous le poids de l'histoire, dans les eaux les plus grises de l'Atlantique nazi. 500 000 mètres cubes de sombre béton fasciste et 11 milligrammes de clair espoir.
Certains furent engloutis par le ciment frais. D'autres ont pu poursuivre leur combat de premier antifasciste d'Europe jusqu'à la libération ou la mort. De Brest, dit la chanson, il n'est rien resté, mais le souvenir des victimes se perpétua dans leur lignée et en toute dignité face à la barbarie. Car la force torrentielle et irréductible des solidaires siphons de la mémoire sauva les noyés dans l'océan, les morts d'épuisement dans la base, les fugitifs des îles, dessous les épaisses tonnes de brume qui ensevelissaient tant de souffrances. Puissent les vents les plus atlantiques et les plus libres inonder cette inoubliable injustice des déferlantes fraternelles sans fin. Muchas gracias. Para terminar, quiero decir también que todos los poemas aquí leídos relacionados con Bretaña, tanto los de amores y viajes como los de clamores y horrores, todos ellos, además de estar publicados en diversos libros, en diversas lenguas o en bilingüe, están recogidos también en uno de los últimos números, si no el último, de la revista Opalá, que precisamente se publica aquí, ¿no? en Brest. De manera que creo que es el último número, o si no el penúltimo, el último, pues recoge precisamente todos estos poemas, junto también a otros artículos relacionados con Galicia, incluyendo uno de María Lopo sobre María Casares. Así que agradecemos también a la revista Opalá esa acogida que muestra una vez más pues las infinitas conexiones ya galaico-bretonas. Y nada más. Merci Claudio, merci Maria pour ce bon moment.